Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nous accueillerons David Suc, président de la CCPB, qui viendra présenter ses vœux en deuxième partie d'émission. Avant de faire le point sur le centre de vaccination de Sarreguemines, je vous propose de regarder le Flash Info du jour. Une campagne de tests antigéniques a été proposée aux habitants de Siltzheim ce samedi 23 janvier. Le cabinet d'infirmiers qui a procédé à cette opération est déjà intervenu dans d'autres communes et sollicite les municipalités pour renouveler ces séances de dépistage. Sur 75 personnes testées à Siltzheim, tous les résultats étaient négatifs. Le premier des 3 ateliers pédagogiques et contributifs du projet REC Solar a eu lieu. Dédié à la question du risque et du suivi, il a permis une présentation environnementale du site et dévoilé des données chiffrées sur le projet. Les 1500 employés embauchés dans un premier temps travailleraient sur 5 postes et la CASC mènerait un programme de création de 200 logements par an pendant 6 ans. Les soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach se préparent à partir en mission Sentinelle au mois de février. Cette opération mobilise les forces armées françaises depuis 2015. Elle demande des entraînements spécifiques. Dans le cadre de la lutte antiterroriste sur le territoire français, son but est de surveiller, protéger et dissuader. L'équipe senior de Hombourg va rencontrer l'équipe alsacienne de Kötzing en phase régionale de la Coupe de France de football ce dimanche 31 janvier. L'annonce de la participation des clubs amateurs a été faite cette semaine par la FFF. Le match sera joué à huis clos. Les joueurs ont passé des tests antigéniques avant de reprendre l'entraînement. Ce matin, on fait un point sur la situation sanitaire du territoire avec déjà un focus sur l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Uranie, salut, quels sont les derniers chiffres ? Bonjour à tous. Eh bien, la situation épidémiologique n'a pas beaucoup changé ces dernières semaines à l'hôpital Robert Pax. D'après les derniers chiffres qui datent du 19 janvier, 4 personnes sont en réanimation. Néanmoins, 20 personnes Covid sont hospitalisées. C'est 5 de plus que depuis le 12 janvier. Et 5 tests sur 474 sont revenus positifs. Et en parallèle, la vaccination continue. Quelle est la situation ? Eh bien, par exemple, depuis l'ouverture du centre de vaccination le 12 janvier, 814 professionnels hospitaliers ont été vaccinés, ainsi que 1861 personnes de plus de 75 ans. Mais vous le verrez, les données évoluent très vite. D'ici quelques jours, d'ailleurs, une autre partie de la population va être vaccinée, cette fois-ci à l'hôpital Robert Pax. Il s'agit de personnes avec des comorbidités très importantes, notamment les personnes atteintes de cancer. 300 personnes sont attendues. Bien, merci Uranie pour ces précisions. Et rappelez-vous, au démarrage, moins de 60 personnes avaient été vaccinées. C'était du personnel soignant. Et depuis, le centre a élargi la population avec les personnes à risque et de plus de 75 ans. Alors comment va se passer la suite des vaccinations ? Quel est l'avenir de ce centre sur le territoire ? C'est un reportage d'Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet. Au 21 janvier, les derniers chiffres font état de 824 vaccins administrés depuis l'ouverture du centre de vaccination au cœur du CHS de Sarreguemines. Mais les données évoluent très rapidement. D'ici le 12 février, 3550 personnes auront eu la première injection. Avec une soixantaine de patients au début, une montée en charge progressive a permis d'atteindre près de 150 doses administrées par jour. On est en capacité d'avoir 150 à 160 personnes prises en primo-vaccination et nous avons organisé le dispositif pour que l'on puisse faire la deuxième vaccination, y compris ici. Donc on sera en capacité de prendre entre 300 et 320 personnes par jour. Mais ce seuil pourra difficilement être dépassé malgré un dispositif bien rodé. Si on devait augmenter la cadence et le nombre, il faudrait mettre en place une deuxième ligne de vaccination, c'est-à-dire un deuxième médecin, d'autres infirmières et d'autres secrétaires que nous n'avons pas nécessairement. On fait simplement un calcul. L'arrondissement de Sarreguemines fait à peu près 100 000 habitants, donc vous voyez le nombre de mois, plus d'une année certainement, il faudrait pour vacciner tout le monde. Ça veut dire que pour répondre aux objectifs gouvernementaux, d'avoir vacciné la majorité de la population pour l'été prochain, je pense qu'il va falloir élargir les centres de vaccination à d'autres professionnels, peut-être à des médecins de ville, peut-être à d'autres professionnels comme les pharmaciens. Et certaines communes sont prêtes à ouvrir d'autres centres sur autorisation de l'ARS, comme à Sarralbe ou Beach. Ici, 2 infirmiers ont tout de même été recrutés et du personnel retraité vient en renfort. Au niveau des patients, la file est longue même avant l'ouverture des portes.
D'ailleurs, les réservations ont d'abord explosé pour ensuite se stabiliser. Alors il n'y a pas beaucoup de désistements, généralement on a 1 à 2 désistements par jour et globalement nous avons mis en place puisque le personnel de l'établissement est également éligible au vaccin, nous avons mis en place des listes avec eux qui nous permettent de compléter le nombre de vaccinations. Le soir, ils viennent dès qu'on les appelle. Pour rappel, mieux vaut passer par Internet sur les sites de l'hôpital ou via la plateforme COVAX 57. Pour les premiers vaccinés, les secondes injections auront lieu normalement à partir du 2 février. On est maintenant en direct avec Guillaume Fluck. Bonjour. Bonjour. Un reconfinement est plus que probable. Comment ça va se traduire à l'hôpital ? Eh bien, pour l'instant, on parle au conditionnel. Très clairement, il y a un constat sur le fait que l'avenir risque d'être assez compliqué. Mais aujourd'hui, ça va. J'entendais Madame Tozic qui parlait des chiffres. C'est vrai qu'on est aujourd'hui sur un niveau de plancher résiduel. Les choses sont sous contrôle. On a encore beaucoup de paliers qu'on peut franchir si on a besoin. Donc, on est très prudent. On suit la situation avec attention et on se tient prêt. Mais il y a vraiment l'idée de proportionner les choses. On a un petit souci de connexion. Guillaume Fluck, est-ce que vous m'entendez ? Bon, on reviendra plus tard sur cette interview. 0 sur 75, aucune personne testée samedi matin à Silsheim n'était porteuse du coronavirus. C'est en effet le constat que l'on peut faire à l'issue de la campagne de tests antigéniques effectuée dans le village. Guillaume Dumonteil était sur place. Le coronavirus est un souci bien présent dans la tête des habitants. C'est le premier enseignement que l'on peut déjà tirer sur place au regard du nombre important de personnes présentes. On retrouvait notamment beaucoup d'habitants de Silsheim venus profiter de l'opportunité qui leur était proposée, le tout gratuitement, sans ordonnance et sans rendez-vous. Déjà que c'est à Silsheim, donc autant en profiter et puis si jamais il y a quelque chose, on peut toujours aller plus loin. En effet, s'il permet aux personnes testées d'obtenir les résultats en un quart d'heure, contre plusieurs heures pour le test PCR, le test antigénique n'a pas que des qualités. Il possède une sensibilité plus faible que le test PCR, il détecte le virus jusqu'à 4 jours après l'apparition des premiers symptômes, contre 7 jours pour le test PCR. De plus, à Silsheim, pour s'assurer de la fiabilité des résultats, les intervenants avaient prévu une garantie. En cas de test positif, nous faisons tout de même un test PCR pour confirmer le test antigénique. Le test antigénique a déjà démontré son utilité. Sur Nousvillers-Saint-Nabord, lors du dépistage, on a eu un cas. Ça a permis d'éviter un cluster. Il permet également de désengorger les laboratoires en permettant à la population de se faire tester dans d'autres lieux. Le cabinet d'infirmiers qui intervenait samedi à Silsheim sollicite d'ailleurs les municipalités pour organiser des opérations similaires. Il était précédemment intervenu à Diblin le 23 décembre et à Nousvillers-Saint-Nabord le 6 janvier. Je pense que vis-à-vis des administrés, c'est quelque chose que la commune pouvait leur proposer. Ça permet de rassurer et pour certains d'aller voir des proches avec un test négatif. Samedi matin à Silsheim, ce sont au total 75 personnes qui ont été testées. Aucune n'a été diagnostiquée positive, ce qui ne les dispense pas de continuer à appliquer les gestes barrières pour éviter d'être contaminés. Nous avons récupéré Guillaume Fluck et je vais continuer avec ma deuxième question. Dans le monde et en France, le nombre de cas Covid ne baisse pas. Sur le secteur, est-ce que vous diriez qu'on tire notre épingle du jeu ? Au niveau du secteur, la situation n'est pas comparable à ce qu'on constate ailleurs, ça c'est clair. Après, il faut rester très prudent parce qu'on voit bien qu'il y a une notion temporelle. Sarreguemines a été frappé très fort, très tôt, au tout démarrage en France, mais on voit bien qu'on n'est pas du tout sorti de cette pandémie Covid et franchement, j'aimerais rester prudent. Très bien, merci beaucoup Guillaume Fluck d'avoir répondu à nos questions. On s'intéresse maintenant à l'avancée du projet REC-Solar. La concertation préalable est entrée dans une nouvelle phase. Samedi matin, au centre de communication Smart à Ambach, avait lieu un premier atelier dédié à la question des risques et du suivi. Les participants ont pu échanger sur différentes préoccupations relatives au projet d'implantation d'une unité de production de panneaux photovoltaïques. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Le
Le projet intéresse et cela se voit. De nombreuses personnes ont participé au premier atelier organisé dans le cadre de la concertation préalable consacrée au projet d'implantation de REC Solar à Ambach. Il y avait notamment beaucoup d'élus du territoire. Sur l'estrade, 3 intervenants principaux, Bruno Kurtz, responsable d'études environnement du bureau d'études OTE Ingénierie, Maxime Courty, chef d'unité départementale de Moselle à la DREAL Grand Est, et Arnaud Maty, directeur général des services de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Une présentation environnementale du site où serait construite l'unité de production de panneaux photovoltaïques a été faite et des informations chiffrées sur le projet REC Solar ont été données. Quelques données parmi d'autres, si cette usine voyait le jour, 150 poids lourds supplémentaires circuleraient pour les besoins de son activité économique, les 1500 employés embauchés dans un premier temps travailleraient sur 5 postes, et pour répondre aux besoins d'hébergement, la Casque mènerait un programme de création de 200 logements par an pendant 6 ans. Quels seront les effets de l'implantation de REC Solar sur l'environnement? Sur cette question-là, le représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement s'est montré rassurant en évoquant les protocoles de contrôle en vigueur. Sachez qu'on a un objectif de réaliser 10% de nos inspections en inopiné. C'est-à-dire inopiné, ça veut dire ce que ça veut dire, on arrive, toc toc, c'est nous. Ces visites surprises ne permettant pas à l'industriel d'adapter sa production pour la rendre plus environnement compatible. Permettre le développement économique du territoire sans détériorer de manière inacceptable le cadre de vie, c'est toute la préoccupation des intervenants. Parmi eux se trouvaient des personnes qui ont hâte d'analyser les études d'impact et de danger qui feront partie du dossier d'enquête publique. En attendant, la concertation préalable se poursuit en présentiel et en distanciel. Le prochain atelier se déroulera samedi prochain à 10 h, toujours au centre de communication Smart à Ambach. Il s'intéressera, je cite, aux bénéfices territoires et à la durabilité du projet REC Solar. Le 3e atelier se déroulera, lui, en visioconférence et la thématique n'a pas encore été clairement définie. Sur le site internet concertation.projetrec.fr, vous avez également la possibilité de poser vos questions sur ce projet et d'obtenir des réponses. Vous pouvez aussi, sur cette même plateforme web, vous inscrire pour participer aux ateliers. Depuis 2015, l'opération Sentinelle mobilise les forces armées françaises sur le territoire français dans le but de dissuader la menace terroriste et de protéger la population. À Bitche, le 16e BCP se prépare à être déployé. C'est un reportage de Yannick Sûr. L'attaque est rapide. Cet homme en jaune, armé d'un couteau et d'un pistolet, s'est jeté sur un soldat. Il faut le désarmer et l'immobiliser. Un scénario étudié par les membres du 16e bataillon de chasseurs à pied. En février, ils partiront en mission Sentinelle. Ils devront patrouiller dans les rues et les lieux sensibles pour dissuader la menace terroriste. Avant le départ, il faut se préparer et les exercices sont nombreux. Nous sommes derrière le gymnase du bataillon. Et le caporal-chef de première classe, Louis, entraîne les recrues au TIOR, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Un exercice qui ressemble à la self-défense. Il sert par exemple à désarmer un agresseur. C'est pas une technique violente, mais ça nous permet de maîtriser la personne au sol directement. Dans les bâtiments, cette compagnie apprend les gestes qui sauvent. Imaginons qu'une patrouille tombe sur un jogger en train de faire un malaise. Vous avez... monsieur, allongez-vous. Ici, on n'utilise pas les mêmes soins qu'en zone de combat. Sur un civil, les soldats ont seulement le droit de pratiquer les premiers secours, qu'on appelle PSC 1, comme nous l'explique le caporal-chef Karl. Pour des questions juridiques, on pratique avec des gestes précis pour essayer de maintenir la personne le plus facilement en vie. Pour un accident de la route ou une personne qui fait un malaise dans un commerce ou sur le bord de la route, on pratique le PSC 1, qui est le premier secours de niveau 1. Enfin, avant de partir en sentinelle, il faut pratiquer encore et encore. Sur le terrain d'entraînement, les soldats travaillent toutes les situations et peaufinent les procédures. Chaque geste, chaque réaction doit devenir un automatisme. Pour les soldats, c'est une répétition générale. Ils connaissent déjà les techniques vues durant cette préparation. Ils les ont apprises durant leur classe et les pratiquent tout au long de leur carrière, en opération sentinelle ou en opération extérieure. Une piqûre de rappel nécessaire, surtout pour les jeunes recrues.
On a appris notamment à savoir maîtriser sa force face à des situations, à rassurer la population et bien sûr à protéger aussi la population quand la menace est en action. Le départ pour Sentinelle est pour bientôt. Les membres du 16e bataillon de chasseurs à pied connaissent leur mission, surveiller, protéger et dissuader. On marque tout de suite une courte pause, le temps des annonces météo. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, vous le voyez derrière moi, la neige est de retour et notre département est placé aujourd'hui en vigilance jaune pour neige et verglas et pour crue. Mais pour le moment, tous les voyants sont encore ouverts du côté de Vigicru pour notre secteur. Et pour la journée de demain, les précipitations s'arrêtent. Le ciel reste couvert en première partie de journée, puis l'après-midi s'annonce plus ensoleillé. Dans la nuit, quelques chutes de neige sont à nouveau attendues. Côté température, les minimales iront de -1 à 1 degré et les maximales de 1 à 4 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au pôle. Il fera jour de 8h09 à 17h18. Et arriverez-vous à deviner dans quelle commune je me trouve aujourd'hui? Je suis ici sur la place du village depuis laquelle on peut voir une grotte et l'église juste en face. Si vous empruntez le chemin de vie, vous arriverez sur plusieurs aménagements dont une aire de jeu. Allez, un dernier indice, vous connaissez certainement tous sa grande salle de spectacle. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez deviné. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Contrairement à un simple turban que souvent les dames mettent, là elles retrouvent un peu une allure et puis leur style en fait, grâce aux cheveux. On a toujours une petite broche avec. La personne elle peut vraiment créer son modèle comme elle veut, le rendre un peu plus personnel. Toutes les prothèses capillaires elles sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale et puis c'est un produit français. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Je laisse maintenant la place à David Suc, président de la CCPB, qui est en compagnie de Julia Bitran. Belle journée à tous et à demain. Bonjour à tous et bonjour David Suc. Bonjour. Cette fois, vous êtes sur le plateau de Mosaïque Salle en tant que président de la communauté de communes du Pays de Bitche, une fonction que vous exercez depuis seulement quelques mois. Alors justement, parlons de 2020 au niveau de la CCPB. C'était en premier lieu votre élection. Vous avez créé quelque part la surprise. Je suppose qu'il n'est pas facile de passer d'opposant à dirigeant. On n'est ni opposant ni dirigeant. On est, lorsqu'on est élu, le représentant de son territoire avec les convictions qui nous animent et qui ont été validées par nos électeurs. Je crois que c'est important de le rappeler. Et donc, depuis 2008, évidemment, j'exerce des fonctions électives. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a eu cette volonté de renouvellement, à la fois au travers de la respiration électorale, au travers des municipalités. Le Pays de Bitche, aujourd'hui, compte plus de la moitié de nouveaux élus. Et puis, il y a eu cette volonté, évidemment, aussi de pouvoir faire valider un projet de territoire, voilà, qui n'est pas celui qui vient de naître le 15 juillet, mais qui est plus profond, puisque la communauté de communes est une communauté de communes qui exerce à la fois des compétences lui permettant d'être un opérateur, mais c'est aussi une communauté de communes qui rassemble le territoire, puisqu'elle est issue de la fusion d'un certain nombre d'intercommunalités. Donc j'ai été élu président de la communauté de communes, avec les convictions qui ont toujours été celles qui m'ont animé, celles qui ont été soutenues, celles qui ont été ratifiées au travers du parcours qui est le mien. Et puis c'est l'élection non pas d'un seul homme mais d'une équipe. La communauté de communes du Pays de Bitche, c'est un président, c'est 14 vice-présidents, c'est des commissions et donc c'est un travail d'équipe avant tout. Voilà, c'est important de le rappeler. Et donc c'est un travail prenant, un travail passionnant, un travail important dans sa capacité à être le premier acteur sur l'aménagement du territoire, sur un territoire tel que le Beachland.
Alors nous, pour le moment, on est plutôt resté sur notre faim parce que vous avez plusieurs fois temporisé, voire refusé de vous exprimer parce que la raison invoquée, c'était des réformes en cours. L'information se fera plus tard, par la suite. Alors, quelles sont ces réformes et ces nouvelles stratégies que vous souhaitez mener au niveau de la CCPB? Alors, j'ai pas souhaité ne pas m'exprimer, vous le savez bien. J'ai pas souhaité m'exprimer en réaction sur un certain nombre de sujets parce que je crois que la stabilité d'un homme politique, la stabilité d'une structure, la pérennité de son expression et de l'expression des élus, c'est à la fois de pouvoir décliner un horizon qu'on va mettre en œuvre et puis de faire un état des lieux. Et donc nous sommes en train de faire un état des lieux très précis, puisque c'est à la lumière de cet état des lieux que nous pourrons, avec le conseil communautaire, tracer les perspectives. C'est à la lumière de cet état des lieux que nous saurons les moyens financiers qui sont les nôtres. Et donc je crois qu'il faut non pas communiquer pour communiquer, ça n'a jamais été mon genre, mais donner l'information, expliquer le pourquoi des décisions, expliquer d'où on vient, expliquer où on va. Et à chaque fois que j'avais cette capacité d'exprimer dans ce cadre-là les besoins, je le faisais, et vous le savez bien. Ceci étant dit, nous sommes en train de réceptionner un certain nombre d'états des lieux, et donc on va vraiment rentrer dans ce travail collaboratif, ce travail qui va être exercé par les commissions, par les vice-présidents, par le conseil communautaire, pour tracer un certain nombre de perspectives. Mais je peux vous rassurer déjà, nous sommes en train de découvrir un certain nombre de choses, et nous les assumons, au travers de charges supplémentaires qui vont nous arriver, au travers de ce qu'on a pu lire dans la presse avec les ordures ménagères, au travers d'un certain nombre de réformes, au travers d'un certain nombre de besoins exprimés par nos populations. Donc nous allons rentrer évidemment dans une politique qui va être un peu modifiée, certes, parce que je crois que c'est important de pouvoir s'adapter à son temps, à sa population et puis aux priorités qui sont affichées. Et 2020, au travers de la crise que nous avons connue, est une année qui ne laissera pas sans conséquence, évidemment, l'évolution de la société. Alors vous avez évoqué le travail collaboratif au sein de votre équipe. On se pose la question aussi, travail collaboratif ou pas, avec l'Interco juste à côté de la communauté d'agglo de Sarreguemines Confluence, parce qu'il y a certaines décisions qui ont d'ores et déjà été prises ou qui seraient en passe d'être prises, qui laissent à douter sur la volonté d'avoir des coopérations avec le voisin. Vous savez, un territoire a besoin de coopération, un territoire a besoin de partenaires, un territoire a besoin évidemment de tendre les mains. Je le fais depuis toujours. Mais ce territoire a besoin de pouvoir se regarder. Ce territoire a besoin de pouvoir être l'acteur de son orientation. Et on ne peut pas imaginer qu'un territoire grand comme le Beacherland, dynamique comme le Beacherland, ne puisse pas aujourd'hui avoir la capacité de définir sa stratégie. Et donc, lorsqu'on parle évidemment du choc de simplification, lorsqu'on parle évidemment de la loi NOTRe, lorsqu'on parle évidemment des différentes réformes, il y en a une qui a non pas évoqué le partenariat avec d'autres intercommunalités. Le Pays de Bitche n'a pris aucune décision pour travailler moins ou plus avec la communauté d'agglomération, madame. Le Pays de Bitche a simplement pris la décision. Déjà, par exemple. Le conseil de développement, c'est la casque. C'est surprenant. Non, c'est l'ensemble du territoire. C'est l'ensemble. Le conseil de développement est quelque chose qui a été imposé par la loi et qui a été, au travers d'une loi récente, a été démis, puisqu'il n'y a plus obligation aujourd'hui pour une intercommunalité de la taille de celle du Pays de Bitche d'avoir un conseil de développement. Et la seule décision que nous avons prise à l'unanimité, c'est de se dire la loi ne nous y oblige plus. Essayons déjà aujourd'hui de concentrer nos moyens, notre énergie et de ne pas se disperser, ce qui n'empêche en rien de travailler directement avec la communauté d'agglo, et moi je souhaite travailler davantage avec la communauté d'agglo. C'est pour ça aussi qu'on est en train de faire une évaluation des politiques publiques, puisque nous avons un syndicat mixte. Ce syndicat qui a été créé pour fédérer les 6 intercommunalités d'il y a quelques années. Simplement, le temps a passé, les lois ont passé, il n'y en a plus que 2. Donc on doit se poser la question, pourquoi ne pourrions-nous pas travailler directement avec nos collègues de la communauté d'agglo? Et que tout ce qui entoure tout ça, est-ce définitivement nécessaire? Alors je voudrais qu'on parle quand même aussi spécifiquement de vos projets. En premier lieu, au niveau du développement économique, qu'est-ce qui se profile dans le territoire de la CCPB? Alors sur le développement économique, on a souhaité avoir une politique économique qui rentre dans les communes, qui rentre chez l'artisan commerçant, une politique économique qui sorte évidemment des zones d'activité, des bâtiments relais. Et donc on travaille à la fois avec les moyens à notre disposition pour l'instant, avec les moyens financiers qui vont être les nôtres, puisque nous allons analyser l'opportunité d'avoir une convention avec le département, puisque dans le cadre du plan de
de relance, le département sous l'autorité de la région, puisque vous savez qu'il y a des compétences qui ont été réparties différemment, a de nouveau la capacité à côté d'une intercommunalité de subventionner l'économie de proximité. Et donc on va évidemment se renforcer sur l'économie de proximité parce que la première richesse du Pays de Bitche, c'est pas les grandes zones d'activité, c'est ces artisans commerçants, ces opérateurs, ces entreprises qui sont non délocalisables et qui donnent une vraie stabilité, une vraie fierté, une vraie épaisseur sur le territoire. Nous allons aller plus loin aussi sur les circuits courts. Voilà, aujourd'hui on parle beaucoup de circuits courts, le vivier est au Pays de Bitche. Et je crois que nous devons garder cette longueur d'avance en ayant évidemment cette capacité de les soutenir davantage, cette capacité d'organiser les filières. Lorsqu'on parle de politique économique, c'est l'attractivité. Pays de Bitche est une grande destination touristique et on devra aller plus loin avec les opérateurs évidemment pour travailler sur une destination. Justement, tourisme. Mais il y a aussi sport et culture qui font partie de vos compétences. Quels sont les secteurs, et ça ce sont des secteurs qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, quelles sont vos actions qui sont prévues dans ces domaines-là? La première action, c'est déjà de soutenir toutes celles et ceux qui nous ont envoyé un SOS. Nous avons validé il y a quelques semaines une dizaine de subventions pour 10 associations qui ont démontré à la fois les besoins, l'intérêt, et je crois que le rôle de la collectivité, c'est d'assister dans cette période difficile. En premier lieu, c'est ce que nous faisons. Deuxième point, nous allons regarder avec le tissu associatif comment on peut les aider davantage au travers de moyens financiers, au travers de moyens techniques, mais surtout en essayant de faire corps sur un projet culturel sur le territoire. Nous avons aujourd'hui quelques sites, nous avons des opérateurs, nous avons des associations de grande qualité. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un projet de territoire, un projet culturel de territoire qui puisse être partagé par tous, avec de la complémentarité entre les différents sites. Et puis sur le post-sport, évidemment, on a un certain nombre de projets qu'il faudra faire mûrir. On a une opportunité, et nous allons y réfléchir au travers de Paris 2024. Vous savez que la Moselle est Moselle terre de jeu et donc il y a des crédits spécifiques pour du sport de haut niveau. Et nous avons quelques pistes pour avancer sur ces investissements-là. Tout autre sujet, vous avez évoqué déjà à plusieurs reprises votre volonté de modifier les 2 PLUI qui régissent désormais le territoire de la CCPB. Concrètement, comment vous comptez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons adapter le PLUI pour permettre à des acteurs économiques de grande qualité, avec des projets évidemment importants, de pouvoir investir. Et donc les premières actions, ça va être des modifications simplifiées, parce qu'ici le PLUI ne permet pas l'installation d'un silo aussi grand que tous les autres qui sont dans la zone d'activité, parce que le PLUI ne permet pas aujourd'hui à une moyenne surface de pouvoir se réhabiliter et de permettre au Pays de Bitche d'avoir évidemment des équipements de qualité, parce que le PLUI ne permet pas ici une extension, parce que le PLUI ne permet pas un certain nombre de choses qui sont d'ailleurs combattues par un certain nombre de nouveaux élus. Parce que le PLUI, par exemple, prévoit qu'un stade de foot devienne un lotissement. Donc on remet pas tout à plat, mais on fait des adaptations. Non, c'est méconnaître les dispositifs réglementaires. Donc on va adapter au travers de modifications simplifiées le PLUI sur un certain nombre de micro-éléments, mais importants puisque nous avons des demandes de permis de construire. Et puis ensuite, nous regarderons en fonction de la politique que nous souhaitons mettre en œuvre en termes d'aménagement du territoire, quels sont les outils à notre disposition pour le faire évoluer. Mais je crois qu'il faut de la constance, il faut du sérieux, il faut de l'analyse. Et dans ce cadre-là, nous avons saisi un bureau d'études qui va nous accompagner sur les capacités à intégrer aussi l'ensemble des avis des partenaires publics associés, puisqu'ils étaient tous négatifs. Vous savez que le préfet de Moselle a donné un avis très défavorable sur le PLUI sur l'un et très réservé sur l'autre. Donc c'est analyser aujourd'hui les avis des uns et des autres pour pouvoir intégrer potentiellement ces avis et ces observations dans une évolution possible du PLUI. Mais ça se fera dans des délais qui permettent à tout le monde de digérer la situation. Et je reviens, on fait un état des lieux. Peut-être déjà dans les prochains mois. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Demain, c'est le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, Roland Roth, qui s'exprimera sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. À demain.